En 1978, lors de la rénovation des vieux bureaux du magistrat du district de Tidewater, en Virginie, des ouvriers découvrirent une cachette secrète dissimulée derrière une cloison en bois vermoulu. Parmi un amas de papier jauni, un registre de comptabilité privée, relié en cuir fatigué, attira immédiatement l'attention. D'une écriture régulière et impersonnelle, typique des greffiers de l'époque, il énumérait non pas des dettes ou des récoltes, mais des vies disparues. 27 noms de femmes esclaves, soigneusement consignés avec leur âge, leur description physique et la date précise où elles avaient cessé d'être vues sur leurs plantations respectives entre mars et novembre 1847. La première page portait une simple inscription à l'encre sépia. Absence non résolue, district de Tidewater. Mais ce qui glaça le sang des historiens qui l'examinèrent plus tard, ce fut la notation ajoutée bien après, d'une encre différente, plus noire et souvent bâclée. En face de chaque nom, parfois des mois, voire des années plus tard, une même main avait griffonné un mot laconique, « retrouvé ». Ce terme, normalement synonyme de fin d'alerte, sonnait ici comme une sinistre conclusion. Il ne s'agissait pas de l'épilogue heureux d'une évasion réussie, mais du point final posé sur un destin désormais hors de portée. Ce registre n'était pas une pièce isolée. Il reposait parmi une correspondance chiffrée, des reçus bancaires aux montants importants et une série de cartes hydrographiques détaillées du bassin du James River, piquetées de symboles géométriques indéchiffrables au premier abord. Il fallut près de 3 ans à une équipe d'historiens tenaces pour assembler les fragments de ce puzzle dérangeant. La vérité qu'ils déterrèrent fut si lourde de conséquences, si corrosive pour la mémoire des grandes familles de l'État que certains refusèrent catégoriquement de signer leur rapport. Ils avaient mis au jour les preuves d'un trafic organisé, non pas vers la liberté, mais vers un autre marché. Une conspiration si méthodique et froide qu'elle frappait au cœur même du système, le droit sacré et inviolable d'un propriétaire sur sa propriété humaine. La révélation publique aurait risqué de fissurer l'édifice social de la Virginie antebellum et d'exposer la pourriture morale qui rongeait ses élites. Un silence pesant, négocié dans les bibliothèques feutrées de Richmond, s'abattit sur l'affaire pour plus d'un siècle. Pourtant, au printemps 1847, le long des méandres paisibles du James River, rien ne laissait présager ce futur scandale. La région jouissait d'une prospérité ostentatoire, fondée sur le tabac et le labeur de milliers d'esclaves. Les grandes plantations, véritables seigneuries agricoles, semblaient immuables. Mais sous cette façade sereine couvait une anxiété chronique. Le souvenir sanglant de la révolte de Nat Turner, 1831, qui avait embrasé un comté voisin, était encore vif dans toutes les mémoires blanches. La démographie, où les esclaves surpassaient largement en nombre les blancs dans le Tidewater, alimentait une paranoïa latente. Chaque absence inexpliquée, chaque rumeur de fuite déclenchait des réflexes de contrôle et de répression immédiats. Les patrouilles esclaves sillonnaient les chemins de nuit, habilitées à interpeller tout noir trouvé hors de sa plantation sans autorisation. C'est dans cette atmosphère de surveillance étouffante et de peur réciproque que les premières disparitions, d'abord isolées et attribuées à des fuites individuelles, commencèrent à suivre une étrange logique. Une logique qui bientôt alarmerait les propriétaires les plus lucides. Le printemps 1847 fut particulièrement pluvieux sur la Virginie. Des averses torrentielles gonflèrent le James River et ses affluents, transformant les chemins de terre en bourbiers impraticables et isolant davantage les plantations entre les bosquets de pins et les marécages. C'est dans ce contexte de boue et de confusion, où une absence pouvait passer inaperçue plusieurs jours, que les disparitions commencèrent. Sur la plantation de Josiah Hendricks, dans le comté de Hanover, on signala la fuite de Dinah, 24 ans, portant une cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Une récompense de $20 fut promise, en vain.
Puis, ce fut le tour de Sarah, de la plantation Langford, 3 semaines plus tard. Puis Mary, en mai, sur les terres des Gaines. Une à une, comme absorbées par la brume matinale qui montait du fleuve, des femmes en âge de travailler s'évanouissaient. Un motif inquiétant se dessina. Toutes avaient entre 18 et 35 ans. Toutes disparaissaient de plantations de taille moyenne, détenant entre 50 et 150 esclaves, assez pour qu'une absence ne soit pas immédiatement criante, assez pour que la perte soit significative. Et, détail qui serrait le cœur des communautés asservies et déconcertait les propriétaires, la plupart laissaient derrière elles des enfants en bas âge. Dans le système brutal de l'esclavage, le lien maternel était l'un des rares que les maîtres peignaient à briser complètement. Une mère esclave ne fuyait presque jamais sans ses enfants. Leur abandon volontaire était un acte si contre nature qu'il en devenait suspect. Les rumeurs commencèrent à circuler, chuchotées dans les quartiers d'esclaves. Un conducteur du chemin de fer clandestin opérait-il dans la région ? Des marchands d'esclaves sans scrupules volaient-ils de la marchandise pour la revendre dans le sud profond ? Ou s'agissait-il de quelque chose de plus ancien et de plus sombre, évoqué dans les vieilles histoires, des esprits des marais, des hommes sans visage qui emmenaient ceux qui s'aventuraient trop loin ? L'inquiétude monta d'un cran en juillet sur la plantation Grandem, située dans une boucle du fleuve. Marcus Haywood, l'intendant méticuleux, remarqua que 3 femmes de différentes équipes de travail avaient disparu dans l'espace de 15 jours. Aucune ne s'était plainte récemment, aucune n'avait été punie. Toutes 3 s'étaient éclipsées par des matins de brouillard épais, où la visibilité était nulle avant le lever du soleil. Haywood inspecta scrupuleusement les limites de la propriété, cherchant des traces de pas, des branches cassées, un indice. Il ne trouva rien. C'était comme si la terre et le brouillard les avaient engloutis. Pire, la communauté asservie restait d'un mutisme de pierre. Sous la menace ou la violence, ceux qui étaient interrogés affirmaient ne rien savoir, ne rien avoir vu. Une peur différente, plus profonde que celle du fouet, semblait les tenir. En août, l'alarme devint collective. Une réunion discrète fut convoquée au palais de justice du comté de Hanover. Seuls les propriétaires et intendants touchés y étaient conviés. 23 hommes au visage grave firent le bilan. 19 femmes avaient disparu depuis mars. La perte financière était colossale. Chaque jeune femme en bonne santé représentait un capital de 800 à 1200 $, sans compter sa valeur reproductive future. Mais au-delà de l'argent, c'était le principe même du contrôle qui était ébranlé. Si les esclaves réalisaient qu'on pouvait disparaître sans être rattrapés, l'effet psychologique pourrait être catastrophique, contagieux. Ils décidèrent de ne pas invoquer la milice d'État qui aurait attiré l'attention des journaux. Préférant agir dans l'ombre, ils mirent en commun des fonds pour engager des professionnels. C'est ainsi qu'ils firent appel à Tobias Fletcher, un chasseur d'esclaves renommé pour son efficacité impitoyable et sa capacité à ramener des fugitifs jusqu'en Pennsylvanie. Un homme aux yeux pâles et inexpressifs, dont la patience était la plus redoutable de ses armes. Tobias Fletcher arriva dans la région au début du mois de septembre, avec 4 associés aussi expérimentés et impassibles que lui. Ils établirent leur quartier général dans une taverne isolée en aval de Richmond. Méthodique, Fletcher étudia les cartes, croisa les descriptions des disparus, calcula les distances le long du fleuve. Son postulat était simple, personne ne disparaît sans laisser de traces. Les fugitifs ont besoin de nourriture, d'abri, de complicité. Quelqu'un, toujours, sait quelque chose. La première piste tangible lui vint d'une source inattendue. Elijah Dobbs, un batelier noir libre qui exploitait un petit bac à une quinzaine de milles en aval de Richmond.
Dobbs, comme tous les hommes de couleur libres en Virginie, marchait sur un fil. Sa liberté, inscrite sur un papier qu'il devait toujours porter sur lui, était précaire, constamment menacée. Il lui fallait entretenir de bonnes relations avec sa clientèle blanche, tout en évitant soigneusement tout conflit. Fletcher, connaissant ce terrain, savait que l'argent parlait plus fort que la loyauté, et Dobbs avait quelque chose à vendre. Par une soirée étouffante de fin d'été, alors que les moustiques dansaient en nuages au-dessus de l'eau sombre, Dobbs raconta à Fletcher ce qu'il avait vu. À plusieurs reprises au cours des 6 derniers mois, toujours de nuit, il avait aperçu des bateaux, pas des embarcations de pêche ou de commerce ordinaire, mais des clinker-built solides, du type utilisé pour le fret fluvial. Rien de remarquable, sauf leur manière de naviguer. Ils descendaient le courant sans aucune lumière, en silence, ne se révélant que lorsque la lune accrochait le miroitement humide de leurs avirons. Naviguer de nuit sans falot était suicidaire pour éviter les troncs flottants et les collisions. La dernière fois, environ 6 semaines plus tôt, Dobbs, vérifiant les amarres de son bac vers minuit, avait entendu le chuchotement des rames. Dissimulé dans l'ombre, il avait vu le bateau passer à moins de 10 mètres. Il ne pouvait distinguer les visages, mais la scène l'avait hanté. Des silhouettes, plusieurs, assises à bord, qui ne bougeaient pas, ne parlaient pas. Une immobilité de statue contre nature. Les vivants, même silencieux, respirent, bougent, s'ajustent, pas celle-là. Fletcher écouta, paya Dobbs $5 et ajouta un avertissement glacial. Si le batelier parlait à quiconque de cette conversation, ses précieux papiers de liberté pourraient soudainement être déclarés faux et sa liberté avec. Dobbs comprit parfaitement. La piste du fleuve se précisait. Fletcher interrogea d'autres mariniers, des pêcheurs, des riverains. Il obtint des bribes. Un passeur près de la plantation Shirley avait noté des remous inhabituels un matin, signe d'un trafic nocturne. Un pêcheur avait trouvé des empreintes fraîches sur un banc de sable isolé. Fletcher en devint convaincu. Le James River, avec son dédale de criques et d'affluents navigables pour de petites embarcations, était l'autoroute du crime. Il permettait de déplacer des marchandises humaines sans laisser de traces sur les routes surveillées. Mais une question cruciale demeurait. Où allait-elle ? Le fleuve menait à la baie de Chesapeake, puis à l'océan, mais on ne pouvait pas simplement ramer vers la liberté. Même le chemin de fer clandestin, Underground Railroad, réseau héroïque mais limité, n'avait pas la capacité d'exfiltrer 20 femmes en quelques mois. Déterminé, Fletcher décida de tendre une embuscade. Il choisit une crique isolée, à un coude du fleuve où le courant ralentissait, accessible seulement par voie d'eau. Une nuit sans lune de fin septembre, alors que la fatigue rendait tout irréel, il l'entendit. Le bruit léger et rythmé des avirons fendant l'eau. Un bateau émergea des ténèbres, glissant avec le courant. À bord, 3 silhouettes, 2 rameurs, un à la barre. Le bateau s'engagea dans la crique et s'échoua gentiment sur la berge boueuse. La scène qui suivit fut rapide et brutale. Les 2 rameurs, des blancs semble-t-il, sortirent et sécurisèrent l'embarcation. Une quinzaine de minutes d'attente silencieuse, un groupe émergea des bois, 5 ou 6 personnes, marchant avec hésitation, poussées par un homme armé d'un bâton. Fletcher avait vu assez. Il se leva, cria « Au nom de la loi, arrêtez !» et dévala la pente. La panique s'empara de la scène. Les silhouettes près du bateau s'éparpillèrent. L'un des rameurs attaqua Fletcher avec une rame. Une lutte brutale et violente s'engagea dans la boue, tandis que le deuxième rameur repoussait le bateau et s'enfuyait à hâte sur le fleuve noir. Dans le chaos, Fletcher entendit des cris perçants, des courses dans les fourrés. L'homme qu'il maîtrisait soudain s'affaissa, devenant lourd. Une odeur familière, métallique et douceâtre, envahit les narines de Fletcher. Le sang. L'homme, tombé sur un objet pointu dans la mêlée, était mortellement blessé à l'abdomen. Il mourut en quelques minutes, sous les yeux de Fletcher, sans livrer le moindre secret, son dernier regard vide fixant les étoiles invisibles. La fouille rapide du lieu dans la pénombre ne ramena que le compagnon de Fletcher, revenu bredouille de sa poursuite dans les bois. Mais ils trouvèrent, abandonné dans la panique, un sac de toile caché dans les broussailles. À l'intérieur, des documents, des listes de noms, ce qui ressemblait à des actes de vente et un registre, les preuves matérielles que Fletcher cherchait.
Le mort, lui, portait sur lui de quoi l'identifier. Il s'appelait Jacob Puy, et il était employé comme commis au bureau de Richmond de la Sutherland & Company, l'une des plus importantes et respectées sociétés de négoce d'esclaves de Virginie. L'enquête venait de prendre un tour radicalement nouveau et bien plus dangereux. Les documents trouvés dans le sac de toile, étudiés à la lueur d'une lampe à huile dans la taverne, étaient sans équivoque. Le registre de Jacob Puy était double. Une première partie listait des transactions commerciales classiques, achat de biens lors de succession, vente à des planteurs de l'Alabama ou du Mississippi, tout le trafic légal et brutal du marché domestique d'esclaves. Mais une deuxième section, écrite d'une autre main, plus discrète, révélait une toute autre activité. On y trouvait des prénoms ou des initiales, des dates et des codes de lieux cryptiques. Les sommes indiquées étaient bien inférieures au prix du marché, parfois la moitié de la valeur d'une jeune femme en bonne santé. C'était la comptabilité d'un vol. Fletcher comprit immédiatement la portée explosive de sa découverte. Accuser la puissante Southern & Company, dont les dirigeants siégeaient au conseil d'administration des banques et fréquentaient les cercles les plus fermés de Richmond, relevait de la folie sans preuves irréfutables. Mais la mort de Puy sur les lieux d'un transport clandestin, combiné à ces documents, lui donnait un levier. Il se rendit chez George Reynolds, le magistrat du comté de Hanover, un homme d'expérience qui connaissait toutes les familles influentes de la région. Reynolds examina les preuves avec un visage qui se fermait à mesure qu'il tournait les pages. Sa première question fut révélatrice. Combien de personnes sont au courant ? Apprenant que Fletcher avait agi seul, le magistrat hocha lentement la tête comme face à une confirmation attendue. Puis il fit à Fletcher une leçon de réalité socio-économique. Le commerce intérieur d'esclaves, expliqua-t-il, était le secret honteux de la Virginie. Les sols épuisés par la culture du tabac ne pouvaient plus supporter la population esclave croissante. Pendant ce temps, le boom du coton dans les États du Sud profond, Alabama, Mississippi, Louisiane, Texas, créait une demande insatiable de main-d'œuvre. La Virginie était devenue un État exportateur, vendant ses esclaves excédentaires par milliers chaque année. Cette séparation des familles était légale, immorale, mais cruciale pour l'économie de nombreux propriétaires terriens dont les revenus agricoles déclinaient. Ce que Fletcher avait découvert, cependant, franchissait une ligne rouge. Il ne s'agissait pas de vendre sa propre propriété, mais de voler celle des autres. C'était un crime contre le droit sacré de propriété, le pilier même de la société esclavagiste. La préoccupation de Reynolds n'était pas humanitaire. Il se souciait des femmes disparues comme on s'inquiète pour du bétail volé. Ce qui l'alarmerait, c'était la stabilité sociale. Si les planteurs ne pouvaient plus confiance en la sécurité de leur capital humain, si des réseaux criminels pouvaient piller leurs actifs en toute impunité, c'est tout le système de confiance et de contrôle qui s'effondrerait. Pire, si cette affaire éclatait au grand jour, les abolitionnistes du Nord s'en empareraient comme preuve de la corruption inhérente à l'esclavage, discréditant toute la Virginie. Le magistrat décida donc d'une stratégie du silence. L'enquête de Fletcher continuerait, mais dans l'ombre la plus totale. Aucune annonce publique, aucun article de journal. Reynolds contacterait discrètement les planteurs lésés. Fletcher, quant à lui, devait remonter la piste en aval du fleuve, vers City Point, pour découvrir où aboutissaient les victimes et qui recevait cette marchandise volée. C'est là que l'enquête prit sa tournure la plus sombre. À City Point, là où l'Appomattox rejoint le James River, le trafic d'esclaves était une activité normale et visible. Fletcher n'eut aucune difficulté à obtenir des informations. Des bateaux correspondant à sa description étaient régulièrement vus au dock, de nuit. Leur cargaison était transbordée sur de plus gros bateaux à destination de Charleston, Savannah, Mobile ou la Nouvelle-Orléans. Personne ne posait de questions gênantes sur les papiers. Fletcher identifia un coteur, la Catherine Mary, qui faisait la navette avec Charleston.
En comparant son manifeste de juin avec le registre de Puit, les correspondances sautèrent aux yeux. Au moins 6 des femmes disparues y figuraient probablement sous des faux noms, décrites comme des propriétés légitimes. La mécanique du crime était d'une simplicité diabolique. Voler une femme en Virginie, lui forger une nouvelle identité et une fausse histoire, vente pour dette, l'expédier dans un marché lointain où personne ne vérifierait, la vendre aux enchères et empocher le profit. Le propriétaire légitime, lui, subissait la perte sèche. Mais une énigme centrale persistait. Comment parvenait-il à enlever les femmes sans laisser de traces sur les plantations, sous la surveillance constante des contremaîtres et de la communauté ? La réponse allait venir de l'intérieur même de l'horreur. La réponse arriva sous la forme d'un témoignage direct, aussi précieux que terrifiant. Fin septembre, une femme nommée Rachel, disparue d'une plantation du comté de Goochland début août, réapparut. Elle marcha jusqu'au palais de justice du comté dans un état de détresse absolue, pieds en sang, vêtements en lambeaux, à peine capable de parler. Après lui avoir donné de l'eau et un moment pour reprendre ses esprits, elle raconta son calvaire. Tout avait commencé un matin d'août dans les champs de tabac. Un contremaître qu'elle ne connaissait pas l'avait appelée, affirmant que le propriétaire voulait la voir immédiatement à la maison principale. Inquiète mais obéissante, elle l'avait suivi. Au lieu de se diriger vers la grande maison, l'homme la conduisit vers une charrette isolée sur un chemin secondaire, où 2 autres femmes, visiblement prises sur d'autres plantations, étaient déjà assises, effrayées et confuses. Avant que Rachel ne puisse réagir, des mains l'avaient saisie. Un chiffon imbibé d'une substance sucrée et étouffante lui fut plaqué sur le visage. L'obscurité l'avait englouti. Elle se réveilla des heures plus tard, ligotée, la tête lourde, dans l'obscurité totale et l'odeur de moisi de la cale d'un bateau. Elle entendait d'autres respirations étouffées autour d'elle, le grincement de la coque, le clapotis de l'eau. Le bateau descendait le fleuve. Son récit des jours suivants n'était fait que de fragments, de sensations brumeuses. Être déplacée, examinée par des hommes qui parlaient d'elle comme d'une bête. Enfermée dans un entrepôt humide près de l'eau où l'on entendait les cris des mouettes et le gréement des navires. Puis un jour, un moment de chaos, des cris, un objet qui se brise, une bousculade. Profitant de la panique, Rachel s'était échappée et cachée. Son périple de retour, qui dura 2 semaines, fut une odyssée de survie pure. Voyager de nuit, voler de la nourriture, boire dans les ruisseaux, suivre l'étoile polaire et le cours du fleuve. Les visages de ses raviseurs restaient flots dans son esprit embrumé par la drogue, mais elle se souvenait d'hommes blancs et d'au moins un noir, peut-être un esclave contraint à participer. Le témoignage de Rachel était capital. Il confirmait la théorie de Fletcher. Un réseau organisé kidnappait méthodiquement des femmes, les droguait pour les soumettre, les transportait par le fleuve, les stockait dans un entrepôt à City Point avant de les expédier vers le sud. L'opération exigeait des complicités à l'intérieur des plantations, une connaissance précise des habitudes, des ressources logistiques et une froideur absolue. Fletcher tenait désormais tous les fils, la méthode d'enlèvement, témoignage de Rachel, le moyen de transport, ses observations propres, le mécanisme de revente, registre de puits, enquête à City Point et même un lien avec la respectable Sutherland & Company. Mais il lui manquait encore le maître d'œuvre, le cerveau financier et organisateur de l'ensemble. Une réunion cruciale fut organisée à l'Eagle Tavern de Richmond. Y assistaient 14 planteurs lésés, Fletcher, 2 shérifs adjoints, le magistrat Reynolds et un jeune procureur ambitieux représentant le gouverneur, Thomas Waverley. Le magistrat Reynolds exposa froidement les faits. L'atmosphère, d'abord chargée de colère, devint rapidement glace lorsqu'ils réalisèrent l'ampleur de la trahison. Il ne s'agissait pas d'esclaves fugitifs, mais d'un vol pur et simple perpétré par des membres de leur propre classe sociale, des hommes avec qui ils faisaient des affaires, priaient à l'église, partageaient des liens sociaux. Les réactions divergèrent violemment. Certains, outrés, réclamaient des descentes musclées chez Sutherland et des poursuites publiques.
D'autres, menés par Reynolds et soutenus par des planteurs plus calculateurs, prenaient la prudence. James Sutherland était un pilier de la société, lié à la magistrature et à la législature. L'accusé sans preuve définitive déclencherait une guerre juridique et sociale sans fin. Thomas Waverley ajouta un argument politique de poids, la publicité. Une telle affaire serait une aubaine pour les abolitionnistes du Nord, qui en feraient un symbole de la corruption du système sudiste, justifiant peut-être des interventions fédérales. La discussion dériva alors sur le sort des victimes. Rachel était revenue, mais elle était l'exception. Les 26 autres femmes étaient désormais dispersées dans le sud profond, vivant sous des faux noms, impossibles à retrouver et à identifier légalement sans des procédures cauchemardesques à travers plusieurs États. Harrison Wickham, un planteur qui avait perdu 2 esclaves, lâcha alors une proposition choquante. « Laissons tomber. Acceptons la perte financière. Fermons le réseau, punissons les coupables discrètement si nécessaire, mais évitons un procès public qui exposerait au grand jour la vulnérabilité de leur système. Les femmes étaient perdues, déjà vendues. Les récupérer coûterait trop cher, financièrement et politiquement. Mieux valait étouffer l'affaire, garantir que cela ne se reproduise pas et tourner la page. » Fletcher, écœuré mais réaliste, comprenait la logique perverse de ce raisonnement. Le système ne protégeait pas les êtres humains, mais la propriété et l'ordre social. Si les propriétaires eux-mêmes préféraient absorber leurs pertes pour sauver les apparences, la justice n'irait pas plus loin. Il accepta, à contre-cœur, de poursuivre son enquête de manière discrète pour identifier les derniers complices, en échange de son paiement. Mais ce qu'il découvrit ensuite rendit ce compromis immonde, impossible à tenir. En suivant la piste financière dans les papiers de Puits, Fletcher remonta jusqu'à Samuel Ridgway, un modeste employé de la Banque de Virginie chargé de traiter des virements pour Sutherland & Company. Sous la pression, Ridgway s'effondra. Dans un mélange de terreur et de remords, il avoua tout. Le cerveau de l'opération était bien James Sutherland en personne. Voyant l'avenir incertain du commerce des esclaves face aux critiques grandissantes, il avait décidé d'en maximiser les profits par tous les moyens. Il avait recruté des employés fidèles comme Puits pour les enlèvements, ciblant les plantations où la sécurité était laxiste. Un médecin, le docteur Marcus Estabrook, fournissait les drogues. Un avocat spécialisé dans les successions, Philip Ardmore, forgeait les documents. Un entrepôt appartenant à une compagnie maritime dont Sutherland détenait des parts servait de centre de transit à City Point. L'opération avait rapporté environ 22 000 $, une fortune colossale en 8 mois avant que Fletcher ne capture Puits. Mais le détail le plus glaçant de la confession de Ridgway fut celui-ci. Sutherland prévoyait d'étendre ses activités, de cibler aussi les hommes et d'opérer dans d'autres États. Le silence et l'inefficacité des autorités face aux premières disparitions l'avaient convaincu de l'impunité. Fletcher, pensant tenir enfin la preuve irréfutable, courut chez le magistrat Reynolds. La réaction de ce dernier fut un maître d'œuvre de cynisme politique. Après avoir lu la confession, il regarda Fletcher avec une sorte de pitié. « Vous avez fait un travail remarquable, dit-il, mais l'affaire n'est désormais plus entre nos mains. » Il révéla alors l'étendue réelle de la corruption. Le beau-frère de Sutherland siégeait à la Cour suprême de Virginie. Son cousin était un législateur influent, et plusieurs des planteurs présents à la réunion de Eagle Tavern étaient en fait ses complices, partageant les profits tout en feignant l'indignation. Poursuivre cette affaire, expliqua Reynolds, c'était déclarer la guerre à l'establishment même de l'État. Le prix à payer serait un chaos politique total. Il ordonna à Fletcher de remettre toutes ses preuves et lui offrit un généreux paiement pour son silence. Toute tentative de parler se heurterait à un mur, les documents disparaîtraient, les témoins se rétracteraient, et Fletcher lui-même serait discrédité comme un chasseur d'esclaves vénal tentant d'extorquer des notables. Fletcher, lucide et vaincu, plia bagages et quitta la Virginie pour toujours. Mais l'étouffement de l'affaire ne s'arrêta pas là.
Une épuration silencieuse commença. Le corps de Samuel Ridgway fut retrouvé dans le James River, les mains liées 3 jours après sa confession. Suicide officiel. Le docteur Estabrook disparut en route vers le Maryland. Son corps ne fut jamais retrouvé. L'avocat Ardmore partit recommencer sa vie dans le Tennessee et mourut d'une fièvre soudaine moins d'1 an après sa confession. Tous les exécutants, tous ceux qui pouvaient témoigner, furent éliminés. Seuls les commanditaires, protégés par leur nom et leur fortune, demeurèrent intouchables. La seule femme revenue, Rachel, fut elle-même vendue légalement en Alabama peu après pour la faire taire. Thomas Waverly, le jeune procureur horrifié, tenta d'alerter le gouverneur. Il fut marginalisé, puis poussé à la démission. Il finit par rejoindre un cabinet à Philadelphie et devint abolitionniste. Pourtant, une étincelle de vérité survécut. En décembre 1848, un paquet anonyme parvint au bureau du Richmond Inquirer, le principal journal de la ville. Il contenait une copie des documents de Fletcher et une lettre détaillée dont l'écriture ressemblait forte à celle de Waverly. L'éditeur, John Pleasance, un propriétaire d'esclaves lui-même mais en proie au doute, fit un choix courageux. Il publia une version édulcorée de l'histoire, sans nommer les puissants, mais révélant l'existence du réseau criminel. Le scandale fut étouffé, mais la rumeur était lancée. Pleasance paya le prix ultime de sa modeste audace. Il fut tué en duel quelques semaines plus tard, dans un règlement d'honneur qui dissuada toute autre velléité de publication. L'histoire finit par rattraper les coupables, mais trop tard pour la justice. La découverte de 1978, croisée avec d'autres archives et surtout avec le témoignage poignant de Louisa, une des femmes kidnappées en 1847 et interrogée par un officier unioniste en 1861, permit de reconstituer l'horreur dans toute son ampleur. On comprit alors que les 27 femmes du registre n'étaient probablement qu'une partie des victimes, que le réseau avait peut-être opéré plus longtemps, et que la conspiration impliquait un cercle bien plus large de notables. Le James River continua de couler, indifférent. Les plantations changèrent de main, les bureaux de Sutherland & Company brûlèrent pendant la guerre. Mais le registre du magistrat, avec ses entrées soignées et son mot répété « retrouvé », subsista dans les archives. Il ne témoigne pas d'une résolution, mais d'un effacement. Ces femmes furent retrouvées seulement sur un registre comptable du crime, avant d'être perdues pour toujours pour leurs familles, leurs noms et leurs histoires individuelles dissous dans la machine impersonnelle de l'esclavage et du profit. Leur destin résume l'ultime horreur du système. Être réduit à une propriété pouvait être terrible, mais devenir une propriété volée puis effacée, c'était disparaître 2 fois.